J'essaie de défiler 2 secondes pour voir ce que ça donne. Ouais, ça marche. Vous voyez un mode diapo chez vous? Oui. Ah, c'est super. Myriam, c'est bon pour toi? Tu arrives à voir en mode diapo? Oui, oui, moi je Ok, vois. Merci. ok. Donc, je vous laisse la parole. Donc, vous allez déjà vous présenter et ensuite, vous allez défiler votre présentation. Bien, merci Jules. Ça va, mon image n'est pas figée parce que moi, je la vois figée ici. C'est C'est correct? pas grave, c'est pas Ah, grave. OK. Ouais. Bonjour, donc je laisse la main à Myriam se présenter, ensuite je me présenterai et commencer la présentation. Je remercie les gens qui nous ont rejoints pour ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes pour laisser du temps nécessaire pour avoir un échange avec vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Jules Hervé, merci d'avoir accepté de modérer ce webinaire. Merci Benjamin pour le travail en commun. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Moi, je suis Myriam Epané. Je suis à l'origine docteur en pharmacie et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique à la direction des systèmes d'information chez GSK. Donc, je faisais des indicateurs de performance pour le site de production. Ensuite, j'ai évolué dans une grande officine pour mettre en place des automates. Et après ça, j'ai fait pendant plus de 10 ans de l'oxygène à domicile et j'ai été confrontée à la sécurisation des données et aux données médicales suite à un changement de réglementation de la dispensation de l'oxygène au domicile en 2016. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser aux données de santé. Et donc, ces 2 dernières années, je travaille avec des médecins qui mettent en place des applications, essentiellement des applications métiers, donc tournées vers les professionnels de santé, et je les accompagne pour les parties médicaments. Donc voilà, je repasse la parole à Benjamin. Merci beaucoup Myriam. Donc je me présente rapidement. Je suis universitaire, je suis professeur, comment on dirait, en Afrique, je suis professeur titulaire d'épidémiologie. Je suis le concepteur et le leader actuellement du Master Data Science en santé, qui est l'un des masters une des formations, première formation en France à former les spécialistes du domaine. Je suis actuellement membre de ADP, Africa Data Protection, dont je remercie ici Jules, qui est vraiment la cheville ouvrière et le chef de cette équipe pour tout le travail qu'il abat au quotidien, qui permet à cette association de fonctionner comme cela se doit. Secondairement, je suis épistémologue et éthicien en santé numérique. En particulier, je travaille sur les problématiques relatives aux biais algorithmiques vis-à-vis des populations noires, africaines en particulier. Je suis également investi dans l'évaluation, l'audit et l'inspection des systèmes de management de la sécurité de l'information, des systèmes de management de l'intelligence artificielle, et je m'initie progressivement à la prospective. Donc, ce tour fait, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous présentant l'agenda rapidement de ce que nous allons aborder. Dans un premier temps, donc, parler de population, de la santé des populations et des ressources disponibles au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, je vais essayer de circonscrire les contours de ce qu'on appelle la donnée de santé, parce que cette définition n'est pas aussi claire qu'on pourrait l'imaginer. Ensuite, on parlera du processus de digitalisation qui est en cours, qui offre des potentiels en termes d'exploitation de la donnée au service des populations africaines. Et on terminera cette présentation avec l'analyse des risques et la fourniture de recommandations en vue d'aider à l'implémentation efficace de ces systèmes sur le continent, notamment dans la sous-région subsaharienne. Alors, la donnée compte. La donnée compte parce que dans les dernières études qu'on connaît,
Actuellement, la population africaine, je crois qu'elle tourne autour de 17-18% de la population mondiale. Et cette population fait face aux plus grandes difficultés de santé. Donc, la mortalité ou les charges de santé sont à 20%, opposables à la population africaine, en particulier subsaharienne. Et puis, paradoxalement, il y a très peu de scientifiques dans la région qui sont investis. 1% de scientifiques à peu près quand on compte les scientifiques au niveau mondial. Pire encore, au niveau des praticiens, c'est-à-dire des médecins, on peut compter dans la sous-région 20 médecins pour 100 000 personnes, ce qui est quand même très peu par rapport à la charge de mortalité et de morbidité que connaît cette région. Il y a aussi le fait qu'on fait face en Afrique subsaharienne actuellement à ce qu'on appelle le double fardeau épidémiologique, c'est-à-dire que les maladies classiques qu'on appelle les maladies transmissibles n'ont pas fini d'être combattues, qu'émergent aujourd'hui des maladies dites de civilisation, des maladies chroniques qui viennent encore charger la charge morbide de cette population. Les ressources, paradoxalement, encore une fois, semblent très faibles, très rares. Il y a très peu d'hôpitaux. Vous voyez là, il y a des hôpitaux d'ampleur pour 100 000 habitants, dans le meilleur des cas. Et ces structures de soins sont en général concentrées dans les aires urbaines. Et donc, on peut imaginer que les zones un peu rurales sont en manque de personnel. Et donc, il faudrait envisager comment on peut couvrir ça. Mais au-delà de ce que je viens de dire, dans l'un de ces derniers textes, Kofi Annan indiquait effectivement que la donnée devient quelque chose de fondamental, on en manque, et il faudrait tout faire pour mettre en place des dispositifs qui permettent de collecter de la donnée, parce que sans la donnée, on invisibilise les problèmes et on ne peut pas les traiter. Très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Alors, il y a un débat qu'on peut toujours animer ici, mais le temps ne le permet pas. La base du système, c'est la donnée, et à partir de la donnée, avec une abstraction, un certain niveau d'abstraction, en répondant aux questions que vous voyez à l'écran, on arrive à l'information. En faisant un peu plus d'abstraction, on arrive à la connaissance, et de la connaissance, on arrive à ce qu'on appelle la sagesse, c'est-à-dire des, des, des méthodes, des moyens de régulation pour permettre à cette connaissance de rendre le service qu'elle est censée rendre. Alors, on va s'appuyer ici sur une définition simple venant de la norme ISO 24143 qui définit la donnée comme un ensemble de caractéristiques ou de symboles auxquels on pourrait raccrocher une signification. Et l'information, de fait, correspond à la donnée dans le contexte, c'est-à-dire à une donnée à laquelle on a pu donner une signification. L'exemple classique, c'est on vous donne le prix du kilo de blé. Pour un individu lambda, ça ne lui dit rien. Pour le boulanger, ça devient une information. Pour l'individu lambda, c'est une donnée. Donc, c'est lorsqu'on a une compréhension de la donnée que cette donnée devient une information. Alors, qu'en est-il alors de ce qu'on appelle données de santé? Puisqu'on vient de voir, ça ne bouge plus. Oui, la donnée de santé est définie là aussi de façon très diverse. L'une des premières définitions qu'on peut identifier au niveau mondial, c'est la définition qui vient du RGPD, le Règlement de protection des données de l'Union européenne, qui définit la donnée de santé ou relative à la santé, parce que là aussi, il faut tenir compte des termes qui sont utilisés, parce que ce n'est pas si simple d'accrocher données à santé. Et là, c'est données concernant la santé, c'est toute donnée rendant compte de la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. On retrouve cette définition dans l'article 4 du RGPD, et il y a des détails plus avancés de cette définition dans le considérant 35 du RGPD. Plus récemment, le Kenya qui a libéré
ce qu'on appelle le Digital Act du Kenya, qui a été libéré, je crois, en septembre, a également essayé de définir la donnée de santé. Pour le Kenya, donc, la donnée de santé désigne les données liées à l'état de santé physique ou mental de la personne concernée et comprennent les enregistrements concernant l'état de santé passé, futur, présent, les données collectées dans le cadre de l'inscription ou la fourniture de services de soins, services de santé, ou les données associées à la personne concernée et à la fourniture de services spécifiques. Une dernière définition vient d'émerger, on va en parler à la fin, c'est le modèle type qui est en train d'être développé pour la gouvernance des données, qui, là aussi, définit la donnée de santé comme désignant les données liées à la santé humaine, autant que les données soit ils permettent d'identifier ou pas la personne, et ces données comprendraient les données personnelles, les données au niveau populationnel, les données d'installation, les données des systèmes liés à la santé humaine, etc. etc. Il faut croire qu'il y a une très grande variabilité des définitions et que finalement la donnée de santé ne s'intéresse pas seulement à l'aspect médical de la santé. C'est une confusion courante. Et donc, pour structurer les choses rapidement, les données de santé maturent aujourd'hui pour permettre de faire des investigations et de développer des systèmes, si on veut, des solutions de santé numérique. Ce sont d'abord les données médico-administratives qui permettent d'évaluer le patient dans le circuit de soins, les données cliniques, y compris les résultats de tests de laboratoire. Il y a ensuite les données générées par le patient dans le cadre d'applications numériques, que ce soit les dispositifs médicaux connectés, le déploiement de télésurveillance, téléconsultation, tout ce cadre-là. Et donc, ces trois groupes ou ces trois catégories de données, on peut les associer à de la donnée médicale. Il y a une autre catégorie qu'on néglige souvent, qui est une donnée de santé aussi, hors médicale. Hors données médicales, ce sont les données environnementales, les données socio-économiques, en fait, toutes ces données qui vont permettre de comprendre véritablement l'état de santé des personnes. On va en parler plus loin avec quelques diapos pour illustrer mon propos. Alors, ça se voit très mal. Hein. Alors ici, c'est un récapitulatif qui montre un tout petit peu les sources potentielles de données, donc qui dépassent ce qu'on peut imaginer dans les enquêtes classiques où on fait des cohortes, on a des registres, etc. Et puis on va aller chercher des données. Donc il y a tout ce qui vient des réseaux sociaux qui contribuent aujourd'hui à expliquer l'état de santé des personnes, les dispositifs embarqués, l'histoire familiale, les données de la génomique, etc. Toutes ces données-là, maintenant, on doit être capable de les collecter pour aller vers ce qu'on appelle progressivement la médecine de précision ou la santé publique de précision. On pourra en discuter dans le débat. Alors, pour avoir ces données, voilà. La structuration de ces données part du niveau macro, donc au niveau du voisinage, on peut collecter un certain nombre de données pour les enfants à l'école, pour les parents dans le lieu de travail. Au niveau de la famille, il y a des données à collecter. Au niveau de l'individu, il y a également des données jusqu'à aller au niveau moléculaire le plus fin, qui permettrait de préciser pour chaque patient, pour chaque personne, le potentiel de santé éventuellement, les risques qui peuvent affecter cette santé, donc le rendre malade ou l'amener vers la mort. Alors, grossièrement, vous voyez encore une fois une autre présentation des types de données. Quand on parle de la santé, il faut s'ouvrir à ces types de données, y compris, vous le voyez, les données climatiques, y compris les données de défense, etc. Voilà, dans cette perspective-là qu'il faut envisager aujourd'hui la donnée de santé. Il est clair que la donnée de santé, c'est une ressource, malheureusement, qui existe très peu dans les pays en développement de façon générale et encore moins en Afrique subsaharienne, malgré ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'expansion. On parle de santé digitale beaucoup, on parle aussi beaucoup d'IA, etc. Pardon. Par contre, on a du mal à voir comment ça se concrétise concrètement en Afrique.
mais on y vient. Il y a aussi un besoin important de données biologiques. Aujourd'hui, il y a pas mal de collection de données au niveau européen, américain, canadien, dans les pays développés qui ont pas mal fait du séquençage du génome pendant le XXe siècle. Aujourd'hui, ils sont en train de développer des biobanques pour comprendre au niveau moléculaire le plus fin le phénotype des personnes et ensuite les déterminants de sa santé. Il y a un besoin très clairement que l'Afrique subsaharienne se mette dans ce mouvement. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place et qui vont permettre de disposer aussi de biobanques, d'autant plus que il est connu que l'Afrique, la diversité génétique en Afrique est la plus forte, et cette diversité génétique, si on y travaille, si on arrive à en extraire des choses pour comprendre la santé des personnes, eh bien, ça pourra aider le monde entier dans ce cas-là. Alors là, c'est un exemple pour encore vous montrer un peu la perspective multi-omique qui se met en place aujourd'hui. À partir de la génomique, on va jusqu'aujourd'hui à la métabolomique pour arriver à définir des sous-types de personnes, avoir une stratification la plus fine possible au niveau moléculaire pour pouvoir faire ce qu'on appelle la médecine de précision. Et là encore, il y a une multimodalité à envisager. Il y a les données omiques d'un côté qui vont rentrer dans les données de système de santé ou d'autres données environnementales, etc. Et à partir de là, eh bien, il faut mettre en place les analytiques nécessaires. On a besoin des compétences, on en parlera aussi. C'est le travail des data scientists d'arriver à faire converger ces données de sources diverses et finalement d'arriver à en dégager des solutions qui pourront servir aux décisions, que ce soit des décisions cliniques ou des décisions de santé publique ou aux décisions de santé. Alors, si on y vient à notre nécessité de digitalisation, il y a un potentiel. Il y a un potentiel autour des données de santé très clairement. Le numérique est encore, on va dire, balbutiant en Afrique, même si on voit très rapidement qu'il y a un fort taux de pénétration quand même, à en croire les transferts d'argent qui se font assez facilement aujourd'hui en Afrique subsaharienne par téléphonie. Donc, il y a quelque chose qui est en place et qui pourrait être utilisé, être capitalisé pour la santé. Il est donc clair que les solutions de santé numérique que je catégoriserai ici en 6 champs. Le premier des champs, c'est le champ des interactions et de l'assistance virtuelle, à partir, par exemple, des plateformes de téléconsultation. Il y a le champ ensuite de la numérisation des données de santé. Donc, on y vient. De plus en plus, il faut passer au modèle numérique pour laisser le papier à côté. Et c'est à partir de ce modèle de données numériques qu'on pourra utiliser les outils analytiques de l'intelligence artificielle, machine learning si on veut, pour extraire des connaissances utiles pour la décision. Troisième champ, l'autogestion par les patients, à savoir l'utilisation d'applications mobiles pour la gestion des maladies chroniques. On l'a dit en début de présentation, qui deviennent des maladies prépondérantes dans notre contexte. Donc, dans ce type de maladie, effectivement, il y a une demande d'implication de la part du patient, puisqu'il y a une demande de modification comportementale importante. Ensuite, il y a le quatrième champ, le champ de l'autoservice. Ce sont les plateformes de réservation qui se développent plutôt pas mal, notamment en Afrique de l'Est. Ils font des choses au Kenya, en Ouganda, etc., même au Rwanda, des choses qui sont très bien faites de ce côté-là. Cinquième champ, c'est les systèmes de décision intelligence ou autonome, pour dire les choses plus clairement. Ce sont des systèmes qui permettent de la gestion de flux de patients dans les hôpitaux ou aux établissements de santé ou médicaux sociaux, par exemple, et l'automatisation des flux d'activité. Ce sont les systèmes de traçage d'équipements médicaux et donc l'utilisation de systèmes d'identification par radiofréquence, par exemple. Donc, cette santé numérique qui est en vogue pourrait jouer un rôle crucial dans le renforcement de la performance des systèmes de santé en Afrique subsaharienne, tout en améliorant l'efficience de ces systèmes. J'y vois ici, on peut y projeter 4 bénéfices, au moins 4 bénéfices. Premier, l'amélioration de l'accès
aux services de santé essentiels pour les populations, notamment les populations qui sont relativement enclavées et qui sont dans les zones rurales. Deuxième chose, les données de santé digitalisées peuvent permettre d'améliorer le diagnostic. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, quand digitalisation, ça implique les données omiques aussi qui vont permettre de spécifier le profil du patient au plus fin et permettre donc d'apporter une réponse à ce patient. Troisième, l'amélioration de la résilience des systèmes de santé. Et enfin, l'amélioration de la qualité des soins à coût réduit. En fait, c'est ces bénéfices-là on peut retirer éventuellement d'une bonne utilisation de la santé numérique en Afrique. Alors, il y a eu des choses qui apparaissent, notamment, le premier cas d'usage que j'aimerais vous montrer, c'est le processus de surveillance basé sur les événements, développé il y a un an. Il y a un cadre qui a été développé par le CDC Afrique qui fonctionne actuellement avec des rapports qui permettent d'avoir un système d'alerte plus robuste au niveau continental. Il faudrait peut-être penser au niveau de chaque pays, avoir un système analogue qui soit en connexion, bien évidemment, avec le CDC, potentiellement avec l'OMS, pour que les choses soient fluidifiées, pour que la réponse au niveau de chaque territoire soit aussi rapide que ce qu'on pourrait en attendre, parce que le potentiel est là en tout cas. Ensuite, deuxième cas que je voulais vous exposer, c'est cette application qui est utilisée en Tanzanie, je crois, oui, et qui permet d'aider les grossesses, de suivre les grossesses en utilisant des SMS, des systèmes d'SMS, etc., et qui est mise en place et qui fonctionne réellement sur le territoire. Un autre exemple, c'est le COMBT qui est utilisé au Nigeria. C'est des applications qui permettent de screener très rapidement, de dépister, de détecter très rapidement les cas de tuberculose. Et donc, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien, on va dire, et donc qu'il faudrait encourager, moyennant ce qu'on va voir plus tard, c'est-à-dire les risques qui sont potentiellement associés à cette utilisation qui est importante quand même de données au niveau du continent. Et là, nous tombons sur effectivement l'écueil dont il faudrait se méfier. Ce sont les risques qui sont associés aux données de santé. Et là, il y a une catégorisation qui est faite dans une étude que j'ai reprise. Je trouve ça très juste, qui montre bien les failles potentielles qui pourraient être exploitées pour accéder aux données de santé avec éventuellement des conséquences qui peuvent être très graves à la fois pour le système, mais aussi pour les personnes. Donc, c'est un cadre de travail qui permet une approche systémique que chacun pourra s'approprier pour une utilisation au niveau local. Donc, il faut comprendre que les fuites de données sont de plusieurs natures. Il peut s'agir de fuites accidentelles avec des causes internes multiples, envoi de données personnelles à un mauvais destinataire, par exemple, la publication involontaire d'informations. Donc, ce sont des erreurs humaines qui peuvent arriver, donc qui peuvent entraîner donc, une perte d'équipement, une mauvaise configuration d'une infrastructure informatique avec potentiellement d'autres effets sur l'organisation et l'individu. Mais il y a également à côté le fait de la cybercriminalité qui représente quand même les 80% de fuite de données. Donc, ce sont des menaces importantes qui passent par le hameçonnage, l'exploitation des vulnérabilités, l'attaque par force brute, et qui vont agir sur mettre en difficulté la confidentialité, beaucoup la confidentialité, et secondairement, la disponibilité et l'intégrité des données. En gros, au niveau des attaques, en tête vient l'administration publique généralement qui est attaquée régulièrement, suivi de près par le secteur financier, le secteur de la santé. Donc, c'est un secteur assez vulnérable. Il y a les secteurs qui sont très peu touchés, comme par exemple l'agriculture, la pêche, etc. Mais le secteur de la santé, c'est un secteur qui reste un secteur très vulnérable. D'où la nécessité d'envisager une bonne gouvernance des données. Je remercie encore une fois Jules du travail accompli qui m'a fourni cette carte qui montre quand même que les pays en Afrique évoluent plutôt bien en développant un cadre législatif, un cadre normatif pour la protection des données des personnes, donc y compris
les données de santé. Donc, il y a quand même sur le continent très peu de pays qui restent encore à ne pas avoir une législation. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais le risque ici, c'est que au titre de cette législation qui existe, on fait relativement fi de développer un cadre normatif pour réguler la santé numérique et l'intelligence artificielle en particulier. Là, on voit qu'il y a très peu de pays qui ont un cadre, en tout cas qui ont une stratégie. Hein. Il n'y a pas de pays qui a une loi en tant que telle, mais il y a une stratégie nationale dans quelques pays, peut-être une dizaine de pays et quelques autres qui sont en train d'en discuter. Donc, il faut rapidement évoluer vers ce cadrage-là qui va permettre ensuite de développer des solutions en toute sécurité, parce que je ne crois pas du tout aux solutions importées qui ne marcheront pas du tout. On peut en discuter si vous souhaitez après, qui ne marcheront pas parce que si les solutions de santé numérique sont basées sur les données, ça veut dire que les données sont le reflet du fonctionnement social. Et donc, on ne peut pas prendre un fonctionnement social et vouloir, comment dire, calquer un autre fonctionnement social dessus. Donc, il faudrait que le travail se fasse véritablement sur le terrain avec les acteurs locaux qui permettent de faire avancer. Et là, on a une chance quand même. C'est une opportunité, je crois, parce que le manque ici a une force positive parce que ça va nous permettre d'apprendre des erreurs des autres et de développer des systèmes qui sont des systèmes qui vont éviter donc les erreurs que les autres, notamment au niveau de l'interopérabilité. En Europe en particulier, c'est ce que je connais le plus. Il y a vraiment des difficultés à faire se communiquer les systèmes d'information qui existent depuis fort longtemps, alors que si vous n'en avez pas, vous avez le temps de penser de façon transversale à un système résilient. Et le fait d'utiliser, on va en parler aussi, le logiciel développé par l'équipe norvégienne, le DACH2, bon, j'ai un peu de mal avec, mais les pays africains l'ont adopté massivement. C'est peut-être une bonne chose. Après, il faut voir comment on sécurise les données de ce système-là et si on a la parfaite maîtrise de ces données. Il y a aussi ce modèle de loi type, enfin, ce cadre qui est en train d'être développé et donc qui appelle à la contribution de chacun. C'est ouvert à la consultation publique en ce moment. Donc, il faudrait qu'on y jette un œil de notre côté aussi pour apporter la touche nécessaire pour que le continent ne soit pas toujours ce continent qui reçoit, mais qui devient un continent qui participe à l'élaboration de grandes stratégies au niveau mondial. Alors, quelques recommandations qui vont suivre très rapidement. Donc, il y a des recommandations de type politique et des recommandations de type non politique. Et je finirai avec une approche, une dimension un peu moins normative. Donc, d'un point de vue politique, il y a une nécessité d'adopter une vision convergente sur l'IA. Je parle de l'IA, mais je pense santé numérique de façon générale parce que il ne faut pas oublier qu'il y a un coût qui est associé au développement des modèles. Ce n'est pas qu'un coût financier, il y a un coût environnemental qui est associé. Il y a des études qui ont montré qu'entraîner un modèle d'intelligence artificielle peut générer une émission de gaz à effet de serre de plus de 600 000 kilos, soit 5 fois plus qu'une voiture personnelle pourrait émettre tout au long de son cycle de vie. Donc, vous voyez, ce n'est pas un coût. Et puis, répéter des modèles qui ont été développés par ailleurs n'a aucun sens. Donc, il faut faire converger les stratégies, voir les choses ensemble et développer des modèles qui fonctionneraient pour le plus grand nombre de pays au même moment. Ça permettrait d'éviter aussi cette stratégie qui consiste à se faire une compétition qui est là, pour le coup, totalement inutile. Il faut vraiment que, pour le coup, la solidarité africaine se mette en marche. Donc, stratégie nationale à décliner également par rapport à la stratégie continentale. Au niveau non politique, bien évidemment, vous l'avez compris, s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, il faudrait investir dans les infrastructures, dans une vision stratégique. Ce sont les gouvernements qui doivent porter cela, pensant que la population africaine est la plus jeune. Donc, à terme, c'est cette population qui va être
en face de ces solutions, de ces technologies de santé numérique, il faudrait que stratégiquement les gouvernements prennent ça en compte. Il faudrait développer les compétences, bien évidemment, l'expertise africaine dans le domaine. Là aussi, la formation des data scientists et des autres spécialistes de la santé numérique est essentielle pour accompagner le développement du continent, développer des partenariats publics-privés, bien évidemment. Il faut inclure les entités comme les think tanks, les associations, ADP par exemple, ici fait un travail formidable. Il serait essentiel qu'on puisse apporter cette expertise au continent. Encourager bien évidemment la recherche. Je pense que l'Afrique ne manque plus de talent dans ce domaine. On en a pas mal qui pourraient apporter des réponses adaptées au continent. Enfin, au-delà du cadre normatif, il faut aussi penser que le développement des solutions de santé numérique et de l'IA en particulier doit se faire dans un cadre, dans le cadre d'une réflexion, puisque c'est ça l'éthique. Hein, l'éthique, elle n'est pas prescriptive, elle n'est pas normative du tout. Et c'est tellement bizarre de voir écrit dans certains textes les normes éthiques. Non, l'éthique se base sur des principes. Et ces principes guident le développement des solutions de santé numérique. Et je pense qu'il y a une formation à envisager de façon générale, à la fois au niveau des développeurs, mais au niveau des utilisateurs également. Ces principes ont été publiés très récemment par l'OMS, en tout cas pour en ce qui concerne l'intelligence artificielle en santé, c'est très bien. On retrouve des termes qui sont des termes classiques de l'approche éthique, l'autonomie, le bien-être, l'équité, la responsabilité, la soutenabilité, etc. C'est très bien. Mais je pense qu'à ce niveau, il faudrait aussi un travail de redéfinition. Les termes veulent dire quelque chose dans un contexte et ne pas dire la même chose dans un autre contexte. Si on prend le principe de l'autonomie, par exemple, on peut se poser la question de savoir si l'autonomie dans un contexte occidental est la même chose que dans un contexte africain. Parce que l'autonomie des personnes veut dire quelque chose. Alors, ces questions n'ont pas de réponse, bien évidemment, et il faudrait là aussi que nous y réfléchissions ensemble, de notre côté, en considérant le socle culturel qui est très large, varié dans les pays africains. C'est une chance, je pense. Et donc, chaque pays devra faire ce travail avant de trouver un cadre convergent au niveau continental d'abord et ensuite discuter avec nos partenaires internationaux pour dire que l'autonomie pour vous, ça veut dire ça, pour nous, ça veut dire ça. Et donc, avoir une redéfinition de ces termes à l'aune de nos valeurs africaines. Je vous remercie. Merci Benjamin pour cette excellente présentation. Myriam, est-ce que tu as des remarques, des observations? Ton micro est coupé, Myriam. Mon micro est coupé. OK. Bon, excusez-moi, je suis en visio à la maison aujourd'hui, donc vous avez entendu ma fille qui est en vacances. Non, j'ai pas de réflexion à ce stade. Je participerai plus dans les questions, sauf que je dois juste... OK. Donc, je vois que Myriam a des problèmes au niveau du son. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Non, j'ai pas... OK. Myriam, tu avais coupé ton micro. OK. Eric, on va te donner la parole. Comme ça, tu pourras poser ta question. Un instant. Donc, Eric, tu as la Oui, je parole. répondrai, Eric. Déjà, la première question. Déjà, merci pour la présentation, Benjamin, et merci
Africa Data Protection pour cette initiative. Donc, moi, je suis Eric Makita, je suis président de l'association Africa Global Data. C'est avec cet intérêt pour la donnée africaine que je suis venu, n'est-ce pas, participer à ce webinaire que je trouve super intéressant. Première question, Benjamin, je voulais savoir pourquoi est-ce que la présentation est en anglais et toi, tu présentes en français. Ensuite, il y a une problématique à laquelle je suis confronté dans le cadre de notre association, c'est celle de la data. Comment est-ce qu'en Afrique, quel mécanisme on peut mettre en place pour pouvoir recueillir nos données? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire, nous, au sein de notre association, on va taper dans les données des organismes internationaux tels que l'ONU, l'UNICEF et ainsi de suite. Alors que, tu l'as dit implicitement dans ta présentation, Benjamin, c'est que on peut pas... Les données, c'est nous qui les... c'est à nous de les collecter et nous sommes confrontés à ce problème-là. Je voulais savoir si toi, tu avais déjà pensé à cette problématique de la collecte et, n'est-ce pas, l'archivage de nos propres data. Merci. Merci Eric, cette question. Pour la première qui est facile, les diapos ont été faites en anglais parce que nous avons des correspondants. Au départ, la présentation devait être faite en français en totalité, mais nous avons des partenaires qui vont suivre ensuite, qui ont la langue anglaise comme langue principale. Ils comprendront le discours. Et puis, il faudrait que je me développe davantage en anglais. Il faut faire une présentation qui tienne à peu près la route en anglais. Je peux le faire, mais ça risque d'être un peu moins fluide que ce que j'ai pu faire en français. Pour la question, c'est une question, bien évidemment, une question complexe. Je laisserai Myriam réagir là-dessus ensuite aussi. Mais en tant qu'épidémiologie, déjà, on avait remarqué que même les enquêtes classiques comme les études simples, études transversales à mettre en place dans le contexte africain sont difficiles à mettre en place. Il y a un problème de financement. D'abord, qu'il faudrait à un moment donné régler d'une façon ou d'une autre, mais il y a également un problème on va dire, d'éducation ou de formation des enquêteurs ou de ceux qui portent les projets. Maintenant, ça devient un peu plus clair que sans les données, on ne peut pas faire grand-chose. Il fut un temps où ce n'était pas évident. Aujourd'hui, la donnée existe d'une certaine façon. La difficulté maintenant, c'est d'avoir les infrastructures disponibles sur le continent pour pouvoir collecter ces données, les héberger. Bon, il y a des data centers qui sont en train d'être développés. Et après, il faudrait voir comment est-ce que les fournisseurs de données ou les collecteurs de données peuvent travailler avec ces centres qui sont en train d'être mis en place et quelle est la volonté politique derrière l'ouverture de ces centres. Donc, c'est ça, c'est des problèmes complexes qui sont à la fois des problèmes politiques, qui sont des problèmes de formation, mais qui sont aussi des problèmes financiers. Excusez-moi, j'ai été coupée parce qu'il y a des travaux, donc j'ai dû me basculer sur le téléphone. Donc, je n'ai pas entendu toute la question. Oui, l'idée, c'est comment faire pour collecter des données en Afrique subsaharienne. Ça, c'est un vaste problème. Des données de santé ou des données en général? Bien sûr, les données de santé. Donc, pour les données de santé en Afrique subsaharienne, on était déjà confronté à ces problèmes-là. Par exemple, moi, quand je faisais ma thèse sur le VIH, on avait déjà ces problèmes parce qu'en Afrique subsaharienne, il y a à peu près 3 ou 4 pôles qui savent récupérer les données de santé. Donc, il y avait l'Afrique du Sud, historiquement. En Afrique de l'Est, le Kenya, un peu au Sénégal et un peu la Côte d'Ivoire. Et la problématique qu'on a, c'est que les professionnels de santé ne sont pas assez sensibilisés au partage en dehors de leur cercle d'utilisation. Ça veut dire que moi, si on fait sur un sujet, ben, en fait, ils vont partager avec les autres professionnels de leur activité. Donc, typiquement, quand on faisait sur le sida, on partageait les données des patients entre virologues, immunologues, infectiologues.
Maintenant, le second problème, c'est que les professionnels ne sont pas formés à déposer les données dans des centres. Donc, c'est-à-dire qu'à travailler avec les centres qui peuvent collecter ces données pour le traitement ultérieur, l'analyse et le traitement ultérieur. Donc, comme il disait Benjamin, il faut vraiment évangéliser pour que les gens comprennent la nécessité. Parce qu'on a un problème de données sans avoir un problème de données. En fait, on a un problème de riches parce qu'on a énormément de données, sauf qu'elles ne sont pas numérisées, elles ne sont pas digitalisées. Donc, on ne peut pas les exploiter de façon optimale. Et là où je rejoins vraiment Benjamin, c'est que c'est vraiment un problème c'est une volonté politique parce que il faut une réglementation et la réglementation, c'est le politique qui le fait. Donc, des associations comme Africa Data Protection, on espère que ils vont faire vraiment du lobbying intense auprès des autorités pour qu'ils comprennent l'importance qu'on ait des données à nous, que ce soit nous qui les traitons, que ce soit nous qui les analysons et que ce soit nous qui les exploitons. Parce que c'est vraiment une grande richesse qu'on a là, avec la diversité dont Benjamin parlait, et surtout les opportunités qui peuvent en découler. OK. Merci beaucoup, Myriam, pour ces précisions et merci, Benjamin, pour tes réponses. On a une autre main levée et j'ai activé son micro. Est-ce qu'il peut prendre la parole? Il n'a pas spécifié son nom, donc je ne sais pas de qui il s'agit. You. Bon, je pense qu'on va poursuivre, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions et je pourrais autoriser votre micro. Donc, Christophe a posé une question dans le chat. Christophe, je vais autoriser ton micro. C'est Christophe. Bonjour Christophe. Oui. Christophe, tu as la parole. Oui, merci beaucoup et merci à Benjamin que je suis content de retrouver ici pour ce séminaire qui est très intéressant. Et on se connaît, Benjamin et moi, de longue date. Et j'ai été universitaire comme lui à une époque et aujourd'hui j'ai fait un poste politique, j'ai été député. Et aujourd'hui je fais des affaires et j'ai une société qui fait notamment de l'accompagnement d'entreprises en Afrique subsaharienne. Et quand je vous écoute, je me dis que en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites, notamment sur les santé. Et moi, ça m'arrive régulièrement d'y répondre avec les appels d'offres. Mais généralement, ce sont des enquêtes qui sont lancées par les ONG, par la Banque mondiale, par les grandes associations. Et ce qui est dommage, c'est que c'est toujours sur des points spécifiques et qu'il n'y a aucun rapport entre elles et qu'elles ne sont stockées nulle part. Donc moi, je me dis qu'une des premières choses qu'il faudrait faire pour les données de santé en Afrique subsaharienne, ce serait de développer un cloud qui soit dédié, parce qu'aujourd'hui, toutes ces données-là sont faites pour faire des rapports, les rapports sont passés et elles sont perdues. Et donc, il y a énormément d'activités, mais malheureusement, il n'y a pas de fil conducteur et il n'y a pas de concentration. Mais si vous regardez un petit peu les appels d'offres qui sont lancés aujourd'hui, vous allez voir qu'en Afrique subsaharienne, vous avez plein d'études qui sont lancées, mais toujours une donnée très spécifique. Ça va être la tuberculose, ça va être le VIH, ça va être un sujet pointu, et aucun rapport entre elles. Il n'y a pas de liaison, ce qui fait qu'on perd la donnée, elle est juste récoltée, et après, elle ne sert plus à rien. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette collision, cette coalition, et surtout ce cloud qui serait africain, et qui permettrait une autonomie et une concentration des données qui permettrait par ailleurs de faire de belles études. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je suis très heureux de t'entendre là, monsieur le député. Ça fait un moment. En tout cas, ton commentaire me touche. Effectivement, je pense qu'il y a une nécessité. Je pense que le pays seul, c'est difficile. Il faudrait que les pays s'unissent un tout petit peu parce qu'il y a quand même un enjeu financier pour monter effectivement un cloud qui permettrait de faire ce travail. Parce que, comme l'a dit aussi Myriam, il y a des données, mais si on ne fait que des bouts,
on n'arrive pas à avoir une structure informationnelle qui aide à la décision au niveau continental et même au niveau des pays. Merci beaucoup de ce commentaire. Pour rebondir sur ce que dit Benjamin, en fait, les données, et merci, c'est Christophe, merci Christophe pour la question. Les données, en fait, elles sont effectivement sectorisées. Elles sont effectivement les grands appels d'offres, ça concerne beaucoup l'infectiologie, alors que comme a dit Benjamin, et que maintenant, les maladies cardiovasculaires sont en passe d'être devant l'infectiologie, les maladies infectieuses. Hein. En Afrique, maintenant, en Afrique subsaharienne, les accidents de la route et les conséquences des accidents de la route sont dans le top 3 des causes de mortalité. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est l'interdisciplinarité. En Afrique, on ne sait pas travailler en interdisciplinarité. Et c'est pour ça que je voudrais encore rendre hommage à Africa Data Protection, parce que en fait, il n'y avait aucune raison que je me retrouve dans ce webinaire parce que je suis pharmacien et que c'est considéré comme étant loin de mes préoccupations. Mais l'interdisciplinarité, comme plus tard donc, le travail en commun avec des différents États, c'est ça qui va nous permettre de proposer une solution. Et aujourd'hui, c'est le DHIS2, il y a des bureaux régionaux et si on veut avoir des données collectées, il faut qu'on aille vers chaque bureau régional pour récupérer les données, pour pouvoir les analyser. Et c'est vraiment fastidieux. Et en plus, il n'y a pas toutes les données. Donc voilà. Excellent. Merci Benjamin, merci Myriam. On a plusieurs questions, hein, plusieurs mains levées. Donc, parfait. J'autorise votre micro et vous avez la parole. Parfait. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis doctorant, je travaille sur la protection des données personnelles. Je viens du Rwanda. Je voudrais savoir, est-ce que faut-il considérer les données de santé comme des données personnelles ou c'est plutôt des données publiques ou ils peuvent être considérés comme un bien commun? Voilà, c'était ça ma question. Ok, merci, parfait. Donc, une donnée de santé, c'est considéré comme une donnée sensible au sens de la loi sur la protection des données. Donc, je laisse Benjamin apporter plus de précision. Oui, merci, parfait, de cette question. J'entends derrière cette question, c'est la question de la propriété de la donnée, c'est ça. Je pense qu'au niveau européen, il n'y a pas ce droit-là. La personne dont les données ont été collectées, données de santé ont été collectées, ne peut pas, par exemple, vouloir vendre ces données, etc. Je pense qu'au niveau américain, il y a un peu ce processus. Je pense qu'il faudrait, je ne connais pas les législations toutes les législations au niveau africain, il faudrait définir le droit associé à la donnée de santé. Mais la donnée de santé, en tant que telle, c'est une donnée personnelle. Après, cette donnée peut procéder d'une agrégation pour informer les politiques de santé publique, c'est une autre chose. Dans ce cas-là, effectivement, il faudrait veiller à ce que les données soient utilisées de façon anonyme, tous les processus techniques qui permettraient de ne pas retrouver la personne dont les données ont été incluses dans l'analyse. Mais la propriété de la donnée au niveau africain, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait avoir une réflexion. Et pour rebondir sur ce que dit Benjamin, en fait, les données de santé dans le cadre, enfin, l'OMS qui a impulsé ce processus de santé numérique qui fait en sorte qu'on parle de données de santé, considère effectivement que c'est une donnée sensible et que même si on veut la collecter pour l'utiliser à des fins de recherche, de prospective, enfin pour la médecine préventive, prédictive et personnalisée, il n'y a pas de volet, je n'ai pas vu de volet qui parle de la propriété dans le sens où on pourrait monnayer cette propriété-là. Donc, je ne sais pas si c'était dans ce sens qu'elle était posée la question, mais ça reste une donnée vraiment très sensible où ils ont mis l'accent sur le besoin impératif de garantir une protection, un niveau de sécurité très élevé pour les populations.
Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ce qui se passe, c'est que tout le monde, même les usagers, sans le savoir, ils disséminent. Le mot est vraiment choisi à dessein. Ils disséminent leurs données. Donc, à partir du moment où vous avez donné sans consentement, sans précision, vous ne pouvez pas après venir essayer de revendiquer, d'essayer de la monnayer, quoi. Je ne sais pas si c'était dans ce sens. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, Myriam et Je, Benjamin. Ouais. je compléterai rapidement en un mot. Je pense que dans les recommandations, ça n'apparaissait pas, mais il y a un travail à faire sur la littératie numérique et la littératie de la donnée, de l'intelligence artificielle, pour que les gens sachent vraiment que ce qu'ils disséminent, c'est le mot, c'est pas anodin, c'est quand même leur vie privée qui est quelque part révélée au monde. Et donc, il faut une éducation de masse très rapidement soit mise en place parallèlement aux lois qui sont en train d'être développées pour que les gens soient de plus en plus sensibilisés par rapport à ces données. Tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin. On a une autre question, une main levée de Monsieur Zoroal. Je autorise son micro. Monsieur Zoroal, vous avez la parole. Yes, yes, yes. Merci, merci, merci. En fait, je voulais rebondir, mais Myriam a déjà en tout cas touché un mot par rapport à ce que je voulais dire. Mais il y avait une question dans le chat dont je voulais aussi toucher un mot, c'était par rapport à est-ce que les données de santé sont des données à caractère personnel. J'ai déjà donné ma réponse en faisant la référence à la réglementation européenne qui considère ça comme données sensibles. Nous, au Maroc aussi, le CNDP, si je ne dis pas de bêtises, il considère ça comme données sensibles. Je suis totalement d'accord qu'on doit arriver quand même à un constat où on doit voir comment anonymiser, comment rendre ces données exploitables, bien sûr, sans que ce soit exploité par les big pharma et tout pour je sais pas quoi, mais en tout cas exploitable de point de vue scientifique. Parce que c'est très important, ça va nous permettre, comme tu disais Myriam, de tirer des conclusions intéressantes. Et je suis aussi très, très, très fier d'avoir parmi nous, pas que des informaticiens, parce que moi je suis un informaticien de base, parce qu'au contraire, l'informatique était historiquement toujours au service des autres disciplines. Et c'est ça le plus important. Voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'est que moi je suis tombé par hasard sur le sujet du webinaire, parce que j'ai repris mes études et je suis en train de travailler sur un peu l'impact de l'intelligence artificielle sur les projets de transfo digital focus sur le Maroc. Et parmi les secteurs que je vise, ou en tout cas que je veux explorer, c'est le secteur de santé. Et effectivement, quand je me suis posé la réflexion, c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle, je me suis rendu compte que au Maroc, en Afrique et même en France, il y a pas déjà une base de connaissances que l'intelligence artificielle peut déjà traiter. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre en place des ML, des DPL, de tout ça, d'intelligence artificielle, sur une base où il y a pas en tout cas des données qui sont de qualité, qui sont actualisées et tout. Donc, le premier enjeu pour moi, c'est de réussir à avoir des comptoirs de données qui vont nous permettre par la suite de rajouter des algos d'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment tirer bénéfice de ça. Du coup, c'est un travail dans les deux sens. Et dans se dire comment l'intelligence artificielle va nous aider à ça. Et du coup, si on parle de ça, il y a toute la partie éthique et la partie gouvernance à mettre en place. Mais il y a aussi le travail de préparer ce terrain pour avoir ces données-là. Ce que vous disiez tout à l'heure, Myriam, si on prend le cas de l'Afrique, il y a plusieurs bureaux régionaux. Et voilà, ça va générer peut-être de l'hétérogénéité des données. Donc, il faut peut-être trouver un moyen pour avoir un endroit accessible par les personnes qui ont droit pour pouvoir tirer les bonnes conclusions. Et je vous remercie pour le webinaire. Voilà, c'est tout pour Merci. moi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Zéroal. Oui. Le Maroc, ils sont quand même assez en pointe, hein, parce Oui. que en vrai, ce que le RGPD est intervenu en Europe en 2016 avec application, je crois en 2018, si mes souvenirs sont bons. Mais les premiers pays africains à avoir mis des lois sur les données de santé, c'était le Cap-Vert. Ensuite, il y a eu, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais il y a eu la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Bénin. Donc, c'est des sujets je pense que les pouvoirs publics avaient déjà conscience
de leur importance, mais ça n'a pas été suivi d'effets immédiats. Donc, je pense que on va y arriver. Moi, j'ai vraiment bon espoir. Et c'est bien de constater que il y a des disciplines différentes. Enfin, de toute façon, c'est les informaticiens historiquement, mais c'est bien de voir qu'il y a des disciplines différentes. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Myriam. On va accélérer parce qu'on a beaucoup de questions actuellement. Il y a une question depuis longtemps dans le chat de Assari Mouni. Je pense qu'il faudrait lui apporter une réponse. Oui, vas-y, Benjamin. Après, au niveau, oui, je pense qu'il faut viser la souveraineté numérique absolument. Une des façons de faire, on en a discuté tout à l'heure, c'est de développer des clouds au niveau africain déjà, de mettre en place des dispositifs aussi pour créer des hébergeurs de données de santé agréés pour pouvoir faciliter la sécurisation de ces données et mettre en place dans les organisations qui produisent les données le système d'audit classique qui se fait autour de la sécurité de ces données-là pour continuer à mettre les gens en veille par rapport à ça, parce que le risque, ça ne s'était pas du jour au lendemain, donc il faut que le travail soit continu. Donc, je pense que c'est tout un dispositif à développer au niveau des pays, mais également au niveau continental pour faciliter cette souveraineté numérique. Yes. Monsieur Moumini a la parole. J'ai activé votre micro. Ok, oui, bonjour, merci. Je suis Moumouni. Je suis consultant, anciennement directeur des affaires juridiques et du contentieux de la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina Faso. Et actuellement, je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, au Québec. Et par ailleurs, en instance de soutenir ma thèse sur la gouvernance des données à caractère personnel. Mon intervention, c'est juste apporter des éléments de réponse complémentaires sur la définition du concept de données de santé. Il faut nuancer les éléments de réponse, bien que je prends à mon compte les différents éléments de réponse qui ont été apportés. En fait, ça dépend vraiment, j'allais dire, des lois de chaque pays. Mais en règle générale, ou du moins de façon générale, parce que j'ai étudié pas mal de législation africaine et puis aussi au niveau de l'Amérique du Nord, les données de santé en général sont des données sensibles. Maintenant, est-ce que ces données de santé sont des données personnelles? Bien sûr, ça va dépendre de la possibilité d'identifier ces personnes parce qu'il y a des données de santé qui sont agrégées et qui ont été anonymisées, donc qui ne permettent pas d'identifier des personnes physiques. De ce point de vue, elles constituent des données de santé, mais pas des données personnelles. Donc, c'est là la nuance. Par rapport aussi à la question, je vais profiter de terminer sur la question de la souveraineté numérique qui est très, très capitale en Afrique et très, très importante parce que les enjeux sont énormes. Ça va au-delà même, ça embrasse beaucoup d'autres questions, notamment au niveau politique même, la dévolution du pouvoir, parce que quand on n'a pas une certaine souveraineté numérique, on peut par des traitements algorithmiques, influencer les choix des citoyens dans la désignation des dirigeants. Donc, je ne vais pas trop développer sur la question, mais c'est juste dire que les enjeux sont énormes et il y a vraiment nécessité et urgence que l'Afrique arrive à faire de cette souveraineté numérique-là une réalité. On peut passer notamment... Il y a un collègue qui a apporté des éléments de réponse sur comment arriver à cette souveraineté numérique-là. C'est vrai, il faut ces éléments techniques-là, mais aussi il faut passer par les cadres juridiques. Il faut arriver à mettre en place des cadres juridiques très efficaces et qui, bien sûr, protègent un certain nombre de données à caractère personnel, notamment à travers les traitements. Ou alors les cadres juridiques qui existent, il faut travailler à les moderniser.
il y a environ 3 ans de cela, on m'avait demandé un travail de consultation sur les lois des États membres de l'OIDA. Et à l'époque, quand j'avais analysé pratiquement la majorité des lois des pays membres de l'OIDA, je constatais que les lois qui avaient été adoptées étaient déjà dépassées. Et figurez-vous, il y a d'autres qui avaient été déjà adoptées à l'époque, il y avait peut-être à peine 1 an ou 2 ans, mais en les analysant, je me suis rendu compte que ces lois étaient pratiquement obsolètes, dépassées entre griffes. Donc, il faut travailler à moderniser nos lois africaines en matière de protection des données à caractère personnel. Et puis, voilà, donc c'est ces éléments de réponse complémentaires que je voulais apporter. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Goued Samuel, j'autorise votre micro. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Moumini. Je vous en prie. Monsieur Goued Samuel. Bah, vous avez la parole, Monsieur Goued Samuel. Le micro est toujours fermé. Bon, on va passer à Monsieur Hyacinthe Kofi. Monsieur Hyacinthe Kofi. Bon, on va essayer de conclure le webinaire parce qu'il est déjà 12h12 ici à Paris. Donc, on va laisser la parole, pour information, l'événement organisé en collaboration avec le JTEX Africa. Donc, c'est le plus gros événement dédié à la tech en Afrique qui est organisé chaque année à Marrakech. Donc, je vais laisser la parole à Claudia Mortimez pour nous présenter un peu le JTEX Africa. Claudia, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je ne veux pas prendre trop de temps. Oui. Et la discussion a été très intéressante pour moi. Alors, comme Jules a mentionné, JTEX Africa, ça sera en mai 29 à 31 à Marrakech. Et pour les secteurs d'aujourd'hui, comme la santé et la cybersécurité, sont très importants pour nous avec JTEX Africa. Alors, il y a beaucoup de compagnies, le gouvernement, différentes associations qui seront à JTEX Africa en mai. Et alors, ça serait vraiment plaisir pour nous d'avoir toute la participation des personnes sur le webinaire aujourd'hui. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et on peut discuter comment vous pourrez participer. Et aussi, merci à Africa Data Protection pour le partenariat. Nous sommes vraiment excités aussi parce que le World Future Health Africa, qui est le lien que j'ai envoyé dans le groupe chat, est un nouveau aspect de l'événement cette année. Et alors, l'événement grandit. L'année dernière était la première édition. Cette année, la deuxième année. Alors, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudia. Donc, le Merci. JTEX, c'est le plus gros événement dédié à la tech et aux startups africaines. Comme Claudia l'a bien mentionné, il y aura un événement sur la santé, donc Future Health Africa. Donc, le lien est dans le chat. Et nous serons là-bas. Donc, Africa Data Protection sera au JTEX. Donc, ce sera aussi l'occasion pour le lancement de notre association. Et on espère vous voir nombreux à cet événement. Ceci étant, on va donc clôturer le webinaire. Je vais laisser la parole à Benjamin et à Claudia et à Myriam pour les mots de clôture. Les femmes d'abord. Tu veux clôturer? Oui. Bah, déjà, merci pour votre attention. Merci en particulier à Benjamin pour son travail universitaire extrêmement riche.
En fait, ce travail nourrit le terrain. Et en fait, je pense mettre Benjamin en relation avec mon prof, parce que moi aussi, je suis repartie à la fac au DU de santé connectée, et on avait un sujet ce matin qui était sur la transplantation. On a des problèmes parce qu'on n'arrive pas à avoir les données pour les patients afro-descendants, quoi, en général. Donc, ça s'éloigne un peu, hein, mais bon, sans vraiment. Merci à tous. 1 heure, c'est un peu court. Il y a tellement de choses à faire, mais je pense que on se retrouvera tous pour faire avancer le sujet. Merci. À toi, Benjamin. Oui, merci Myriam, merci Jules pour avoir organisé cet événement. Merci à tous les participants et un grand merci de vos commentaires, questions qui continuent d'enrichir notre réflexion. Votre présence ici témoigne aussi d'un intérêt de développer la problématique et de la faire émanciper sur le continent africain. Donc, tous ensemble, je pense qu'on va pouvoir apporter quelque chose de positif dans cette direction. On n'est qu'au début et je pense qu'on ira très loin ensemble. Merci à tous. Yes. Merci. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.